Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des attractions aquatiques. Allez, c'est parti. Avant de commencer, et comme toujours, finalement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si tel est votre souhait, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram, parce que j'y poste régulièrement des choses, d'ailleurs de plus en plus régulièrement. Sachez que je réalise cette vidéo suite à des débats qui ont émané au sujet donc des water coasters, aussi appelés Grand 8 aquatiques ou montagnes russes aquatiques. Notamment sur TikTok, quand j'ai eu la bonne idée de poster une vidéo sur Campus Expédition, ce qui m'a valu pas mal de retours, étant donné que j'ai nommé la vidéo attraction unique en France. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit bah non, c'est pas unique en France parce que il y a Menhir Express au parc Astérix, autrement dit une attraction qui fait une chute et qui finit dans l'eau, pareil le Grand Splash, ou encore la rivière canadienne à Nigloland, bref, tout le monde y allait de son parc plus ou moins régional, plus ou moins petit, en indiquant qu'il y avait là-bas aussi un water coaster, ce qui était complètement faux. Et donc j'ai essayé de reprendre un petit peu les commentaires, bon il y en avait beaucoup parce que la vidéo a pas mal marché dans mes souvenirs, ce qui fait que du coup c'était un peu chiant de répondre à tout le monde, surtout que certains ne me croyaient pas, même quand je leur disais que non, ça s'appelait autrement, ça avait un autre nom, c'était pas considéré comme un coaster, etc. Ce qui fait que du coup, je me suis dit que cette vidéo aujourd'hui avait un sens, et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'emblée éliminer de cette vidéo tout ce qui est attraction de parc aquatique. Ça peut paraître con, mais en fait ça ne correspond en rien à ce qui peut se rapprocher d'un water coaster. On est juste sur un demi-tube avec soit une bouée, soit rien du tout, et de l'eau qui en fait nous fait glisser. C'est pour ça que là voilà, je les mets de côté, je le précise quand même, mais à mon sens ça rentre pas dans le cadre de cette vidéo. Il existe des splash battles ainsi que des bumpers aquatiques dont je vais parler très brièvement avant d'enchaîner sur d'autres types d'attractions qui m'intéressent un peu plus. Le Splash Battle est un parcours au fil de l'eau dans des embarcations munis donc de pistolets à eau dans le but d'arroser soit les gens à l'extérieur de l'attraction, soit les autres bateaux et donc sauvagement les attaquer afin de les tremper au maximum. Et accessoirement se faire fumer la gueule par des visiteurs à l'extérieur de l'attraction, parce que ça marche aussi dans l'autre sens, notamment comme ce qui nous est arrivé à Walibi Holland en début d'année 2021 et qui me laisse un amer souvenir. Les autotamponneuses aquatiques ou bumpers aquatiques sont en fait des petites embarcations avec un gros boudin comme une grosse bouée finalement, avec un petit moteur qui va donc évoluer sur un petit étang, une petite surface d'eau, afin que les gens puissent se rentrer dedans en toute sécurité, parce que voilà, c'est des grosses bouées, mais c'est comme des autotamponneuses sur terre, mais sur de l'eau. Jusque là, ça reste assez classique, sauf quand à ces mêmes bumpers, on ajoute non pas un moteur électrique pour propulser les embarcations, mais un moteur thermique à essence, en plus de la marque Honda, comme on avait à Frepertucity, qui a fermé cette année d'ailleurs, pour laisser place à la nouveauté 2022. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vidéo en fiche sur les nouveautés, enfin voilà, de se regarder un petit peu sur le sujet. Mais voilà, il y avait cette curiosité qui était donc des bumpers aquatiques munis de moteurs thermiques. Bon, le bilan carbone ne va pas être excellent, peut-être pour ça qu'ils le retirent d'ailleurs, mais en dehors de ça, c'était assez atypique. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à encore plus chiant en ce qui concerne les attractions aquatiques. Nous avons les fameux boat rides, autrement dit en bon français barques scéniques. Bon, on va garder le mot boat ride, qui sont tout un tas d'attractions plus ou moins intéressantes, qui circulent calmement le long d'un canal ou en tout cas d'un parcours défini. Il en existe une multitude de modèles qui diffèrent selon leur fonctionnement. Par exemple, vous avez le Two Boat Ride, je sais même pas si ça se prononce correctement, qui est en fait une embarcation qui suit donc un câble qui est caché sous l'eau, enfin caché, en général on le voit, mais en tout cas qui est sous l'eau, qui avance très calmement et qui permet d'apprécier ou non d'ailleurs les décors si le parc en question s'est donné la peine d'en ajouter. On a en exemple Epic Maze Croisière au parc Astérix qui est pas très long mais pas très beau non plus. Il existe aussi Gondoletta à Efteling qui est lui beaucoup plus long, il dure 20 minutes mais qui évolue au beau milieu d'un lac avec, dans mes souvenirs, enfin pour avoir vu de l'extérieur parce qu'il est hors de question que je monte là-dedans, rien en fait, c'est juste une balade chiante au milieu d'un lac. Et quand je dis que je monterai jamais dedans, non pas parce que j'ai peur, parce que ça reste un truc totalement risible, mais parce que c'est totalement inintéressant dans la mesure où il n'y a rien à voir. Mais surtout, toujours dans ce même parc Efteling, on a le fabuleux Fata Morgana qui est entièrement en intérieur,
et qui est juste bluffant de par en fait sa thématique, ces décors complètement juste fous et qui sont sur le thème des mille et une nuits. Sans déconner, si vous avez l'occasion d'aller à Efteling, ne ratez pas Fata Morgana, c'est une attraction à faire absolument. Évidemment, je vous en cite que quelques-uns comme ça, soit qui sont marquants, soit que j'ai l'habitude de faire ou de montrer, histoire qu'on ait que j'ai un exemple à vous donner, mais il en existe beaucoup, notamment en France, dans d'autres parcs que je n'ai pas cités ici. Dans le même délire, vous avez beaucoup de balades qui se font à l'aide d'un très faible courant le long d'un canal, et par exemple, on peut citer la rivière d'Hélice au parc Astérix, qui est d'un ennui mortel, mais c'est pas parce que l'attraction est mauvaise en soi, c'est parce que ce type d'attraction est généralement d'un ennui mortel. D'un autre côté, on a des attractions donc toujours poussées par un courant et toujours lente et parfois ennuyeuse, généralement ennuyeuse, mais là on a donc Merlin Quest à Toverland qui est lui donc sur le même principe, mais qui n'est pas du tout ennuyeux, il n'est pas très long, mais en fait il évolue sous la gare de Phoenix avec une thématisation juste complètement dingue et quelques petites animations, donc voilà, des lumières qui vont bouger quand on avance, des portes qui vont s'ouvrir, il y a de la musique Imascore, faut quand même le préciser, c'est quand même important, et surtout on a de la brume dans une espèce de grotte, on a des odeurs, on a une très forte odeur dans cette même grotte, enfin c'est juste complètement dingue, et c'est récent parce que ça a ouvert en même temps que Phoenix, donc finalement en fait on voit qu'avec de vieilles attractions on peut faire de très bonnes choses aujourd'hui sans non plus se casser la tête à faire un décor trop complexe, parce que ça reste assez simple finalement, en tout cas à Toverland. Et personnellement j'ai adoré et c'est une attraction que je vous recommande également, et pourtant ça reste un truc à la base chiant et ennuyeux. Donc tout ça vous avez compris, quand c'est pas un câble qui tire le bateau, ça fonctionne avec des pompes donc, qui poussent de l'eau dans un canal, avec donc soit un canal juste vous avez le passage du bateau, soit en fait un canal semi à moitié sous l'eau, à moitié submergé, afin qu'on ait une espèce de lac, mais que le bateau suive ce canal, un canal bien défini. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, mais grossièrement, c'est un courant qui pousse un bateau. C'est d'ailleurs le principe des Tunnel of Love, une attraction très vieille, un type d'attraction très vieux et mythique surtout, qui est très ancré dans la culture populaire. On voit ça dans plein de films, dans plein de jeux vidéo, surtout aux États-Unis évidemment. Mais voilà, c'est en fait une attraction, on est dans des petites embarcations, vous savez, celles qu'on la forme un petit peu de cygnes, de choses comme ça. Et en fait, on rentre en général à deux et on se balade dans un tunnel de l'amour, justement, avec des petits décors, des trucs assez tamisés, etc. Et dans la culture américaine, c'est lors d'un date un moment assez important, et donc voilà, je trouve ça très important d'en parler parce que ça remonte à des années, ça a 100-150 ans ce genre d'attraction, peut-être un truc comme ça, et c'est vraiment ancré dans la culture, et en fait ça a été démocratisé au fil du temps et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui en termes d'attractions comme Merlin Quest, etc. Mais à l'époque c'était de toutes petites choses comme ça et qui sont aujourd'hui très ancrées, comme je viens de le dire. Ça a d'ailleurs été décliné dans une autre version, alors ça se passe toujours en intérieur, que ce soit pour le Tunnel of Love ou l'autre version, qui est en fait une maison hantée mais dans une petite embarcation. Là c'est pareil, c'est dans le but de rapprocher les gens lors d'un date ou autre, ou même juste de se faire peur, mais j'avoue que je n'ai aucune référence, aucun exemple à vous donner pour une attraction épouvante dans un bateau, et je trouve que ça rajoute un petit truc si on le faisait aujourd'hui avec évidemment toute une technologie pour rendre ça assez crédible, mais je trouve le principe génial, et pareil ça a été et ça évolue à peu près en même temps que le Tunnel of Love, et ça a été un peu moins ancré mais quand même pas mal dans la culture populaire. Toujours dans les balades lentes, on a ce qu'on appelle les Old Mill, qui sont en fait toujours des bateaux propulsés par un faible courant, ça ne change pas, mais ce qui va changer en fait c'est la manière de propulser ces dits bateaux. En fait, le canal va donc être propulsé non pas à l'aide de pompes, mais à l'aide d'espèces de roues à aubes qui sont donc actionnées par un moteur. Et en fait, au niveau de la gare, ça passe sur le côté et qui va donc être poussé par cette espèce de roue à aubes. J'ai vu ça pour la première et unique fois à Europa Park dans une vieille attraction, et franchement, j'ai trouvé ça génial. Le principe, je sais pas pourquoi, il m'a vraiment fait kiffer. Et je suis très content d'ailleurs qu'ils gardent ce principe-là, parce qu'ils pourraient très bien mettre des pompes et c'est, je pense, plus simple. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, je mets la vidéo en fiche où je découvre cette attraction et je montre un petit peu tout d'ailleurs, mais c'était voilà, c'est un autre type d'attraction qui sur le principe reste le même, mais dans la technique, dans le mécanisme change assez radicalement. Il existe également un type d'attraction aquatique beaucoup moins conventionnel qui en fait évolue un peu comme un sous-marin. En fait vous avez un bateau, donc vous allez rentrer par le dessus, évidemment la partie supérieure reste hors de l'eau, mais en fait vous allez vous asseoir sous l'eau et avoir donc une vue sur ce que le parc a à vous montrer, mais sous l'eau. C'est assez spécial. Moi je sais que je voyais ça souvent sur Roller Coaster Tycoon, le jeu, le très vieux jeu pour ceux qui connaissent, et je pensais que c'était un peu une invention, mais en fait non, ça existe réellement, et on a ça notamment dans certains parcs Disney, entre autres, évidemment pas Disneyland Paris, mais voilà, je trouve que l'idée est pas mal originale, ça s'est décliné en
pas beaucoup de modèles, hein, je connais pas beaucoup de parcs qui ont ce type d'attraction, mais le principe me fait assez kiffer et je pense que ça va être une sacrée expérience au moins à tester, je pense, une fois. Bon, on va changer un petit peu de registre, on va monter d'un cran en termes de type d'attraction avec les boat rides qui sont donc des grosses embarcations et qui vont évoluer en général principalement avec des décors. Évidemment, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo en termes d'attraction, mais là, la grosse différence, et même en fait la différence qui est notable, c'est qu'on a des chutes. Alors elles sont pas très importantes, pas très sensationnelles, pas très hautes, mais le parcours avec un décor est ponctué de quelques chutes, ce qui diffère quand même drastiquement avec tout ce qu'on a vu depuis le début. On reconnaît là Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris, ou alors dans les autres Disney à travers le monde, ou encore Piraten in Batavia à Europa Park, qui est d'ailleurs une attraction qui m'a complètement bluffé, hein. Elle est juste magnifique, et on a donc quelques petites chutes, pas très sensationnelles, mais surtout beaucoup de décors. Donc jusque là c'est clair, on a vu tous les parcours scéniques qui se déroulent dans l'eau, c'est parfait. Sauf que non en fait, parce que dans ce domaine c'est assez flou de comprendre et de trouver les catégories d'attractions aquatiques, car deux mêmes attractions, enfin en tout cas qui nous paraissent être les mêmes, peuvent en fait dans leur mécanisme être totalement différentes. Alors petite parenthèse, j'en conviens, la vidéo devient un peu compliquée, je pense que ça peut faire un peu mal au crâne, je sais pas de l'autre côté de la caméra ce que ça donne, mais en tout cas voilà, sachez qu'on va un peu avancer la vidéo et que ça va devenir je pense plus intéressant, mais jusqu'à là on se rend compte que depuis le début de ce type d'attraction, donc il y a plus de 100 ans, en fait l'évolution a été telle qu'on a beaucoup de mécanismes différents et c'est tellement vieux comme machine qu'il y a des choses à dire. Bref, il existe donc les Shoot the Chute, qui sont donc des attractions qui peuvent faire ou non des parcours scéniques, qui vont donc être de grosses embarcations et qui vont effectuer des chutes. Et là, vous êtes en droit de me dire, mais Étienne, c'est exactement le même principe que ce que tu nous as expliqué juste avant avec les attractions comme Pirates des Caraïbes. Sauf que non, parce que Pirates des Caraïbes ne rentre pas dans la catégorie des Shoot the Chute. Je sais, ils sont chiants avec leur catégorie de merde. Parce que, personnellement, je trouve également que c'est quand même la même chose. Donc, comme je n'ai pas trouvé d'explication satisfaisante sur internet au sujet de cette différence entre les boat rides et les shoot the chute, et comme à la base c'est quand même pas mon domaine d'activité, hein, vous l'aurez compris, et ben j'ai fait une déduction, hein, parce que ouais, j'arrive à réfléchir un petit peu, et à me dire quelle est la différence notable entre ces deux types d'attractions. En fait, selon moi, les shoot the chute sont là pour vous arroser et pour vous procurer une sensation un peu plus vénère que les boat rides, parce que oui, un boat ride vous allez en fait descendre ou monter selon là où vous êtes dans l'attraction, et en fait ça va vous faire changer de plan et en fait vous ramener en haut du canal, parce qu'on a juste à envoyer de l'eau et après vous suivez le canal qui va donc par gravité avec de l'eau vous emmener à l'autre bout vers la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a une montée en fait. Là où le shoot the chute, la montée ne sert exclusivement qu'à une chose, c'est faire la descente afin de vous arroser et aussi de vous soulever le vide, faire des sensations, bref, être un peu plus intéressant selon les goûts de chacun qu'un boat ride. Alors évidemment c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'encore une fois c'est moi qui les déduis, et je déduis pas que des bons trucs, donc ça va prendre avec des pincettes. Mais dans cette catégorie des shoot the chute, on retrouve le Grand Splash, donc au parc Astérix, ou encore Niagara à Bellward, et pour ce dernier, il fait une vague vraiment énorme et qui va donc arroser déjà les gens dans le bateau, les gens hors du bateau, et qui est de toute manière de l'extérieur de l'attraction très impressionnante à regarder. Les attractions Jurassic Park River Adventure dans les parcs Universal sont également de ce type là, donc shoot the chute. Et pourtant elles possèdent énormément de passages thématiques avec beaucoup de décors, une grosse interaction et un moment très lent qu'on peut très facilement comparer à un Pirates des Caraïbes ou encore un Piraten in Batavia. Sauf que la chute est bien plus conséquente et que la vague procurée à la fin est bien plus importante. Et évidemment dans le nom Shoot the Chute, on a The Chute, on sait que c'est voilà, la chute est importante dans ce type d'attraction. Ensuite, dans le même principe, on a les flumes ou alors les log flumes qui sont en fait des embarcations en forme de bûche, hein, qu'on dit grossièrement, et qui vont effectuer quasiment la même chose que les shoot the chute, mais là donc évidemment avec un canal plus petit et également donc une chute qui va être un peu plus pentue généralement, mais voilà, sur le principe ça reste quasiment la même chose, sauf que le type d'embarcation change pas mal. Vous imaginez maintenant, moi quand je fais mes petites recherches, la galère que ça a été pour comprendre tout leur délire de types d'attractions, shoot the chute, boat ride, etc. Franchement c'était un gros bordel, très intéressant, mais un gros bordel, et ça a été extrêmement long. Voilà, petite parenthèse, mais j'ai besoin de le dire, ça fait du bien. Et d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais au niveau technique, pour toutes ces attractions donc, qui ont
une chute, et ben en fait il faut les hisser en haut de cette chute, et ça utilise plusieurs principes. On a donc le classique lift à chaîne, on peut avoir un lift à câble, peut-être même à pneu, je sais même pas, d'ailleurs je me pose la question au moment où je tourne cette vidéo. On a aussi également, ce qui est assez commun sur les log flume, on a des tapis en fait qui sont des tapis roulants, et c'est assez perturbant. À chaque fois il y a un système d'anti-rollback toujours pour empêcher que la traction reparte en arrière, mais voilà, sur le principe il y a toutes ces différences là, et même les ascenseurs qui peuvent donc hisser les embarcations tout en haut de l'attraction. En termes de flume, on en a pas mal, hein. On a Menhir Express au parc Astérix, la rivière canadienne à Nigloland, on a aussi Flashback à Walibi Belgium. Alors pour ces attractions là, évidemment il y a des fois plusieurs chutes. La dernière chute de Flashback par exemple c'est une double chute, donc on fait une espèce de boss, ce qui est franchement intéressant, ce qui varie un petit peu les plaisirs. On a aussi sur cette même attraction un passage en arrière, donc on va faire une chute en arrière, mais aussi une partie d'un canal en arrière. Enfin voilà, c'est vraiment, on peut vraiment varier entre guillemets les plaisirs. Et sur le même principe, on a l'attraction, alors j'ai plus son nom, mais sur le thème jurassique à Plopsaland de Panne. Et là, ce que j'avais beaucoup aimé dans celle-là, c'est déjà qu'elle est très haute, elle a une double chute, mais surtout les canaux, ça bombarde, hein. Vraiment, on va très très vite dedans. Et je sais pas, je trouve ça encore plus sympa parce qu'on a l'impression de filer à travers la forêt. Enfin bref, ça se décline en plein de versions, il y en a dans plein de parcs. Quasiment en fait tous les parcs ont leur log flume ou leur flume, donc c'est un type d'attraction très important. D'ailleurs, parmi tous les log flume, on a évidemment Chiapas qui s'en détache drastiquement. Je sais pas si c'est le meilleur du monde, mais en tout cas c'est l'un des meilleurs du monde, avec une thématisation, une décoration fabuleuse, et surtout voilà, des sensations vraiment très très intéressantes, avec une chute qui est je crois la chute la plus inclinée sur ce type d'attraction. Donc non, franchement, voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Fantasyland, ce que je vous conseille 1000 fois par an dans mes vidéos, et ben en fait allez évidemment faire Chiapas, même l'hiver il est ouvert, donc vous n'avez aucune excuse. Dans un autre registre encore, vous avez les spinning rapids, qui sont en fait de grosses bouées, un peu ce qu'on pourrait trouver dans une piscine, mais là bien plus grosse. On peut monter dedans totalement habillé, et en fait on dévale un tube, comme un gros tube de toboggan aquatique finalement, et afin de finir dans un espèce de petit cours d'eau chelou qui nous ramène dans la gare. C'est vraiment un mix entre un boat ride et un parcours aquatique, j'en sais rien, c'est encore un truc différent, c'est un bordel innommable. Bref, vous connaissez sûrement l'Oxygénarium au parc Astérix, et ben c'est ce type là, ce truc chelou, bah c'est ça. C'est pas très répandu, en tout cas je crois pas, mais c'est ça, ça existe. Pour en finir avec les attractions purement aquatiques, on a les rafts. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait une grosse bouée bien plus conséquente et bien plus dure que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui va évoluer dans un canal plus ou moins large, avec en général un dénivelé très important afin d'avoir un courant. Sous l'eau on va mettre des espèces de barres, des rochers, des choses comme ça pour créer du remous. On aura des jets d'eau sur le côté pour les plus sympas, avec des bumpers dans lesquels on va taper pour revenir en arrière, etc. Il y aura des vagues latérales. Enfin, le but c'est vraiment de se faire tremper la gueule et d'avoir un parcours toujours différent et d'évoluer dans des eaux vives finalement. Il y a toujours des énormes pompes qui remontent l'eau très rapidement afin d'accentuer cette impression d'eau vive, et tout simplement c'est pour recréer un peu ce qu'on a sur un raft, mais dans une bouée, parce que dans un raft ce serait beaucoup trop dangereux vu que ça pourrait se retourner. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est plutôt pas mal. On a ça donc au parc Astérix évidemment, qui s'appelle Romus et Rapidus, mais en fait on a ça dans plein de parcs, Europa Park, Walibi Belgium, enfin vraiment plein. Il y en a deux que j'ai vraiment adoré faire. La première c'est Excalibur à Movie Park Germany, alors ça c'était vraiment ouf. L'utilisation des décors et de l'effet waouh pour ce type d'attraction, à mon sens, était l'un des meilleurs. Et on a aussi River Quest à Fantasyland, et là bon, River Quest à Fantasyland, pour ceux qui l'ont fait, vous savez que c'est une dinguerie. Ça marche pas toujours très bien parce qu'il y a deux ascenseurs, etc. Mais déjà, arrivé tout en haut, il y a une chute qui est juste pas normale sur ce type d'attraction là. Et puis après, il y a une espèce de truc qui tourne où on va tomber sous une autre partie. Enfin, c'est complètement dingue. Il y a vraiment des chutes, etc. Il y a même une espèce, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo plus en détail, mais une espèce de, ils ont voulu installer un certain système sur cette attraction qui n'a pas marché parce que ça n'a pas été validé. Enfin, ça fonctionnait, mais ça n'a pas été validé par l'organisme de sécurité qui a dit non, là vous allez trop loin, ça peut être dangereux. Donc ils n'ont pas pu le mettre. Mais voilà, vraiment c'est une attraction qui envoie du lourd et qui est très réputée dans le domaine. C'est un bon exemple quand même. Et puis voilà, c'est deux rafts que je vous conseille très fortement. Mais avant d'aller plus loin, je suis obligé de parler de deux attractions aquatiques dont on m'a fait l'éloge un milliard de fois. Je me suis jamais rencardé dessus, pourtant je connais leur nom quasiment par cœur. Il s'agit de Popeye. Alors Popeye, je crois que c'est à Universal, sur le thème de Popeye, hein, voilà, qui est l'une des attractions qui mouille le plus au monde, il paraît, et visiblement d'après ce que j'ai pu voir, les rares images, c'est vrai que ça a l'air de rincer les gueules ce truc là. Et pour le coup, tout le monde m'a dit quand on ressort, c'est vraiment... Enfin, on a pris une douche, mais une véritable douche, hein. On a pris plusieurs litres d'eau sur la gueule. Donc ça c'est une première chose.
Mais il y a aussi Splash Mountain, et ça, je crois que c'est le nom. Ça, c'est à Disney aux États-Unis, qui est une attraction, je pense, l'une des plus connues au monde. Tant elle impressionne les gens, tant elle est intéressante d'après les gens, parce que moi, encore une fois, je ne me suis pas vraiment regardé dessus. Je sais que son thème va changer, parce qu'il y a eu toute une discorde par rapport au thème qui était précédemment utilisé, qui était controversé à juste titre, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, cette attraction existe et est l'une des plus intéressantes en fait qui existent en termes de... Je sais pas, enfin moi je sais pas pourquoi, mais en tout cas tout le monde m'en parle H24 dès qu'ils ont été dans ce parc là, c'est une attraction à faire absolument. Mais bref, j'étais obligé de parler de ces deux attractions qui ont beaucoup trop marqué tous les gens qui les ont faites. Donc tout ce que j'ai cité jusqu'à présent ne rentre pas dans la catégorie des water coasters. Voilà, tout ça pour ça. oui, mais comme ça au moins vous connaissez leur histoire et surtout vous savez que ça rentre pas dans ces catégories là. Et on va pouvoir donc passer à la suite. Pour qu'une attraction aquatique soit un water coaster, il faut qu'il y ait donc une partie coaster qui suive ou qui précède une partie aquatique. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné un train sur un rail, grossièrement. Bon, ça c'est ok, et donc en France on en a un seul qui se nomme Krampus Expedition et qui prend place à Nigloland. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire une vidéo dessus pour le 100e épisode de DB World, et pareil, je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. Un water coaster fonctionne comme un coaster, sauf qu'au moment d'aller dans l'eau, et ben en fait, il va pouvoir flotter dans un canal, et donc sans être attaché à aucun rail, et c'est ce qui donc le différencie d'un coaster classique, parce que une montagne russe posée au milieu d'un lac avec plein d'effets d'eau n'est pas un water coaster, c'est un coaster. D'ailleurs, petit détail important, il faut savoir que certains passionnés, dont je fais partie, comptent leur nombre de coasters, c'est-à-dire qu'ils vont compter le nombre de coasters différents qu'ils ont fait jusqu'à un certain moment. Moi j'en suis à peu près à plus de 150 et certains atteignent 1000 ou 1500 pour les plus fous d'entre nous et grossièrement en gros ils comptent le nombre de coasters. Sauf que pour ce faire il faut établir des règles pour savoir ce qu'est ou non un coaster et ce qui peut être compté ou non d'ailleurs dans ce classement-là. Il existe donc pour compter deux sites références, Coaster Count, et là tout est dans le nom, et aussi RCDB qui là va répertorier tous les coasters qui existent. Alors c'est simple, hein, si selon eux une attraction n'est pas un coaster, il est tout simplement pas répertorié sur leur site. Et selon Coaster Count, j'ai fait 4 véritables water coasters. On a évidemment Krampus à Nigloland, Poséidon à Europa Park, mais également Atlantica Super Splash qui lui en fait est juste une grande montée, on arrive en haut, on fait un demi-tour, on fait une petite chute en arrière, un espèce de demi-tour chelou et là on chute en avant et ça finit dans un canal tout simplement. Et donc ça ce sont des water coasters. Le dernier c'est Divertical donc à Mirabilandia qui est également un water coaster. Là on a donc toute une partie coaster avec des virages, des chutes etc. Et à la fin on atterrit dans un canal, mais là le canal est vraiment très court et c'est en fait principalement un coaster qui a une petite partie aquatique. Et c'est là que tout se complique, comme si tout ce que j'ai dit depuis le début dans cette vidéo était simple. En fait, il faut savoir que, à mon sens, j'ai fait plus de water coasters. Je me disais, attends, il y a une erreur. J'ai fait d'autres water coasters. Dans ma tête, il y en avait qui apparaissaient qui n'étaient pas cités. Et en fait, il existe, selon Coaster Count, de faux water coasters. D'ailleurs, au passage, appeler ça un faux water coaster, c'est plus ou moins assumé que c'est un water coaster, mais qui est un peu différent des autres, donc on l'appelle pas comme ça, bref, c'est un peu de la merde. Ces deux faux water coasters qui se trouvent dans mon Coaster Count se nomment Super Splash, donc à Plopsaland de Panne, et Fuga de l'Atlantide, je crois, à Gardaland. Pour le premier, Super Splash, on a donc un ascenseur, un rail, une chute, une bosse et donc un splash final. Ce qui, moi, me paraît ok pour être considéré comme un coaster. Pour le second, à Gardaland, on a un lift à câble, ce qui est la même chose que sur EGF par exemple, ou alors Goliath à Walibi Holland. On a donc un virage, ainsi qu'une chute et un splash final. D'ailleurs, sur cette même attraction, c'est doublé parce qu'on a donc deux lifts, deux virages, deux chutes. La question est donc la suivante, pourquoi ces deux water coasters ne sont-ils pas considérés comme des water coasters? Eh bien, j'en ai déduit que le parcours n'était pas assez développé, en tout cas pour la partie coaster, pour qu'il soit considéré en tant que tel. Donc je pense qu'à l'un, il manque une bosse, et à l'autre, en fait, il manque un virage. Sans rire, vous trouvez ça normal qu'Atlantica Super Splash soit considéré comme un coaster, mais pas Super Splash à Plopsaland, alors que il y a une bosse en plus sur Super Splash. Alors oui, il y a une partie arrière sur Atlantica, mais bon quand même, pas déconner. Et celui qui me dit dans les commentaires que l'un a un lift, l'autre a un ascenseur, il y a plein de coasters qui ont des ascenseurs, donc ça peut pas rentrer en compte. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je trouve que là, pour le coup, ils abusent vraiment sur la dénomination coaster, enfin water coaster, pour ces deux attractions-là. De même, cette merde de Butterfly est considérée comme un coaster, ce que je considère aussi, vous en faites pas, mais ça reste une grosse merde. Mais Fuga d'Atlantide n'est pas considéré comme un coaster,
c'est un peu débile pour ne pas dire complètement con. Ça restera donc personnel, mais selon moi, Fugada Atlantide et également Super Splash sont des coasters, ou en tout cas des water coasters. D'ailleurs, tiens, petit test, l'attraction qui s'affiche juste à côté est selon vous un flume ou un water coaster? Comme ça là, on dirait un flume. Le lift, c'est comme un flume, on a un canal, on a une chute, on a quasiment tout, hein. Et ben non, c'est un water coaster. Vous allez donc me dire qu'on considère ce truc là comme un water coaster, alors que c'est clairement un flume, un peu chelou mais un flume, et que Fugada Atlantide, qui est clairement un coaster, hein, il y a des rails de coaster, il y a tout, mais voilà, bah non, c'est pas un water coaster. Là, je suis pas d'accord, hein, vous l'avez compris, mais là c'est gros quand même. Bref, il est du constructeur Technical Park, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps en plus, et il a une partie sans eau qui va effectuer plusieurs bosses, et donc ça lui confère le titre de water coaster. Au passage, Chiapas à Fantasyland, beaucoup disent que ça pourrait être considéré comme un coaster. Et je suis pas loin d'être d'accord avec eux. Si on considère ce truc là à gauche, le truc rouge chelou, si on considère comme un coaster pour ces quelques bosses là, hors de l'eau, ben on a pareil sur Chiapas. Toute la partie chute où on va donc tomber dans un creux, remonter, faire une bosse et finir dans l'eau, ben, il y a cette partie coaster qui est réelle. En plus voilà, sur les bûches de Chiapas, on a donc cette espèce de lap-bar chelou qui est né sur aucun autre flume. Enfin, quoi qu'il en soit, à mon sens, si on considère l'un comme un coaster, l'autre aussi. Donc, vous voyez, la limite est extrêmement fine, si ce n'est que cette limite en fait est juste complètement conne et que bah, les mecs qui décident de ça, c'est-à-dire les mecs de chez RCDB et de Captain Coaster, bon, en fait ils font juste un peu n'importe quoi et de toute façon c'est pas la seule chose pour laquelle ils font un peu n'importe quoi, mais bon, quand même beaucoup quoi. C'est marrant hein, mais quand à l'origine j'ai voulu parler de toutes ces choses là et donc créer cet épisode, je m'attendais pas à un tel merdier. Je n'aurais jamais imaginé que ça allait être un aussi gros bordel dans la distinction des attractions et même dans tout simplement l'histoire et le mécanisme différent entre toutes ces machines qui, sur le principe quand même, c'est une embarcation qui flotte. C'est quand même assez dingue, toutes ces différences. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette catégorisation complètement absurde, et surtout si vous comptez ou non telle ou telle attraction en tant que water coaster, ou non, parce que je pense que c'est un débat qui peut être intéressant, et donc on va pouvoir échanger en commentaire. Bref, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, et je vous remercie d'ailleurs, parce que ça annonce très très longue, vous attends en commentaire. Suite à cette vidéo, il y aura d'autres de DB World qui parleront précisément des water coasters ou de certaines parties techniques, mais bon, ce sera pas dans un futur proche, mais je compte au bout d'un moment en parler parce que ça peut être vachement intéressant. Ici, le but c'était de vous montrer la variété énorme d'attractions aquatiques, leurs différences, pourquoi telle ou telle attraction, on l'appelle comme ça, ou alors elle est comptée dans telle ou telle catégorie. Et aussi de faire un petit coup de gueule sur le fait que cette catégorisation, surtout pour les water coasters, est complètement conne. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!